Voilà, ce soir, on retrouve donc Portrait d'artiste. Hein. Bien sûr, on reçoit un des comédiens, Eric Herson Macarel, et bien sûr, on reçoit également Alexis Michalik, hein, qui est oui. À l'origine. C'est un peu compliqué. On va redonner la chose. Ce n'est pas un roman, c'est un texte qui a été finalement que vous avez écrit au fur et à mesure des répétitions. Oui, tout à fait. Bonsoir. Bonsoir. Oui. Expliquez-nous donc cette écriture originale finalement. En fait, c'est un texte qui a été écrit avec et pour les acteurs, donc ils sont au nombre de 5. Hein. Eric Herson Macarel, Amaury de Créancourt, Régis Vallée, Magali Genoux et Evelyne Elgar-Piclaï. Et en fait, quand on a démarré cette histoire, c'était censé être une sorte de laboratoire, une sorte de programme court théâtral qui devait durer 50 minutes, et on est parti sur une histoire que je leur ai racontée d'abord. Et moi, ce que je voulais, c'était ne pas le mettre sur papier tout de suite. Je voulais qu'on l'invente ensemble. Que l'histoire vive et se développe d'elle-même finalement un peu. L'histoire était déjà développée, mais en tout cas, ce que je voulais, c'était que les dialogues soient créés vraiment avec les acteurs. D'accord. Et que, puisque c'est une histoire qui mêle plusieurs époques, et que je voulais que l'époque contemporaine paraisse extrêmement contemporaine, extrêmement réaliste et presque cinématographique. Et donc on a d'abord créé les personnages avec les comédiens, il y a des très nombreux personnages pour seulement 5 comédiens. Et ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti sur des sortes de scènes qui étaient en canevas, qu'on a improvisé mais de manière dirigée. Et progressivement sont nées des scènes en répétition, et ensuite à la fin on enregistrait ces scènes, et moi je rentrais chez moi et je réécrivais les scènes, et donc ça donnait quelque chose de très réaliste, quoi. Parce que finalement les scènes sont assez autonomes, elles sont reliées après entre elles par ce fil que vous avez tissé, mais les scènes sont assez autonomes. Très autonomes, et l'idée c'était qu'il y ait vraiment une différence de langage entre les époques, c'est-à-dire que les scènes contemporaines soient comme ça, et en revanche toutes les scènes qui se passent dans le passé, puisqu'il y a plusieurs passés, c'était quelque chose de beaucoup plus littéraire et donc de plus écrit, donc c'était quelque chose que j'écrivais à table et qu'ensuite on revoyait ensemble. Voilà, c'était très collaboratif, chacun n'hésitait pas à donner son avis sur des répliques un peu fastidieuses, un peu trop longues, un peu erronées en termes de justesse et de réalisme historique, voilà. Et donc on est arrivé à cette espèce d'œuvre, voilà. Oui, on peut dire le mot. Oui. Voilà, enfin en tout cas dans le terme initial, voilà. Voilà, c'est ça exactement. Qui regroupe des scènes très très différentes et qui forment une espèce de grand n'importe quoi, on peut dire. C'est un côté épopée quand même aussi, hein. C'est un côté. Alors, ce qui est surprenant, c'est que il faudrait quand même donner. Qu'est-ce que veut dire porteur d'histoire? Il faudrait donner ce speech. En fait, c'est un spectacle qui est impitchable. C'est très difficile à pitcher. On a essayé de tracter un petit peu au début, puis on se perd complètement puisque c'est assez inracontable, puisque c'est un spectacle qui commence de nos jours et qui petit à petit, en fait, par des sortes de tiroirs, de récits à tiroirs, va plonger dans le passé et va mêler plusieurs histoires qu'on va suivre en même temps parallèlement. Il y a une métaphore qui paraît évidente, c'est celle de la littérature, c'est-à-dire si on considère les faits historiques comme des mots, quelqu'un qui ferait de l'histoire en assemblant les faits historiques comme un écrivain assemblerait les mots, tout à fait. Finalement c'est exactement ça. Voilà. C'est exactement ça, ouais. C'est que le postulat de départ, qui est un postulat qui est personnel, hein, que je n'engage personne, c'est que tout est fiction dans l'histoire, c'est qu'on a une vision de l'histoire qui est quelque chose d'extrêmement, l'histoire avec un grand H, hein, qui est quelque chose d'extrêmement figé, voilà, ce sont des dates très fixes qui sont immuables, alors qu'en réalité l'histoire est racontée par des historiens qui eux-mêmes sont des hommes ou des femmes, mais dans l'histoire plutôt des hommes, et ces historiens eux-mêmes en fait sont humains, et donc ils ont une vision qui n'est pas une vision objective, aucune vision n'est absolument objective de l'histoire, et donc l'histoire évolue en fait avec le temps, l'histoire s'enrichit, s'embellit, et donc l'histoire est une fiction. C'est une fiction, voilà. Alors sa mise en image est une fiction, parce que peut-être les faits existent réellement quand même. Oui, bien sûr, mais un même fait vu par plusieurs vues, n'est pas le même raconté. Deux équipes différentes de football vont pas raconter le match de la même manière. Exactement. Eric Herson Macarel, on peut avoir parce que vous êtes donc alors vous êtes le messager, vous êtes le lien finalement. Je suis le porteur d'histoire. Le porteur d'histoire. Hein. Vous la voyez comment effectivement cette approche qu'on pourrait essayer de résumer. On dit finalement vous êtes le lien entre des choses qui paraissent comme ça isolées et
ce lien, il semble se tisser au fur et à mesure, et puis il y a une accélération dans le spectacle, et à la fin, tout apparaît. Oui, mais moi je voudrais dire, je suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit tout à l'heure sur le caractère autonome de chacune des scènes, parce que elles sont autonomes stylistiquement, au sens où effectivement, comme on se balade énormément à travers les époques, etc. Il y a, comme vient de le dire Alexis, une grande différence entre les scènes contemporaines et les scènes de récit, de narration, de scènes historiques antérieures, mais elles sont pas autonomes. Non, bien sûr, au sens où, sinon le spectacle n'existerait pas. Au sens où cette histoire en fait est menée d'un bout à l'autre et comporte une résolution finale que je me garderai bien de. Et il y a beaucoup de choses qu'on apprend d'ailleurs après, c'est-à-dire de choses qui sont dites au début des scènes et qu'on comprend simplement après. Mais ça, pour moi, ça participe aussi de la facture très cinématographique du spectacle. C'est-à-dire que comme dans les grands scénarios à l'américaine, il y a parfois un détail d'une scène du début du film qui trouve sa résolution et son explication 1h15 plus tard, et voilà, et le spectacle effectivement se tisse comme ça, mais c'est vraiment une histoire. C'est une histoire, mais qui en comporte, comme toutes nos histoires, comme c'est même dit dans la pièce, qui en comporte une infinité, et qui nous amène forcément à rebondir sur d'autres histoires antérieures, ou situées dans des décors complètement différents, etc. etc. Ce qui est très beau, c'est que finalement c'est tout à fait dans notre envie d'avoir notre quête de sens dans notre vie, hein. On essaye de trouver du sens déjà dans notre propre vie, et si on peut rajouter du sens en créant des liens avec notre passé, c'est encore plus fantastique. Exactement. Finalement. Mais pour moi c'est un spectacle, dès que Alexis m'a parlé de ce projet, j'ai été tellement enthousiasmé, c'est que pour moi c'est pas seulement donc une histoire romanesque, etc. C'est aussi pour moi un spectacle, et je pense que c'était le projet d'Alexis aussi, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, un spectacle sur la fonction du récit elle-même, quoi. Vraiment, oui, bien sûr, c'est une mise en abîme en fait du récit, c'est-à-dire que c'est pas seulement une histoire, c'est aussi une histoire sur l'histoire et sur les histoires et sur le fait même de raconter une histoire. C'est-à-dire que on a plusieurs niveaux de lecture dans ce spectacle, puisque c'est un spectacle qui implicitement va parler du théâtre. On va jamais aborder clairement le thème du théâtre, mais qui va parler de la transmission de l'histoire et de l'importance de raconter une histoire à tous les points de vue, à tous les niveaux dans notre vie, de l'importance qu'on a à recevoir des histoires, à être traversé par des histoires. Et c'est en ça que la petite histoire, la grande histoire se rejoignent, et on a essayé de faire cette espèce de spectacle mêle-tout qui est très très dense, mais qui parle justement de non seulement de l'histoire, mais des histoires, et qui lui-même est une histoire. Enfin, c'est une sorte de grosse mise. Je m'y perds moi-même, je sais même pas ce que j'ai écrit. Non, par contre, c'est pas si compliqué que ça. C'est-à-dire qu'il y a quand même, c'est extrêmement bien construit, et la mécanique est parfaite. Hein. Peut-être faut regarder des défauts, mais il faudrait le regarder de nouveau pour trouver les défauts. Nombre d'enfants qui ont vu le spectacle ont tout compris. Voilà. Je reviens. Certains se sont endormis quand même, faut savoir. Mais c'est parce que c'est tard. Ouais, c'est tard, c'est pour ça. Des enfants, peut-être. On va revenir effectivement sur cette idée de celui qui raconte l'histoire. Et vous avez raison, parce qu'il y a une puissance, finalement, la puissance, le pouvoir, est aussi dans celui qui interprète les faits, qui relie les faits entre eux, et donc qui raconte l'histoire. Le raconteur d'histoire a aussi le pouvoir. On pourrait dire que l'art d'historier est aussi celui de gouverner, peut-être. Oui, tout à fait, mais pour moi, le porteur d'histoire, c'est une figure métaphorique du metteur en scène. Et c'est pour ça que, ça rejoint un des aspects du spectacle. Pour moi, c'est vraiment un spectacle sur le théâtre, qui ne parle jamais de théâtre, mais qui est vraiment un spectacle sur cette fonction essentielle de l'homme, qui est la relation, la narration, la représentation. Et au milieu de ce dispositif, il y a un porteur d'histoire, oui, quelqu'un qui manipule ses marionnettes, qu'il s'agisse d'Alexandre Dumas, de Polignac ou de Clément VI. Tout à fait, et on parle beaucoup d'Alexandre Dumas dans le spectacle, et on parle beaucoup du Comte de Monte Cristo, sans rien dévoiler, hein, mais effectivement la fonction d'Edmond Dantès quand il devient le Comte de Monte Cristo et qu'il va accomplir sa vengeance, bon là pour le coup c'est pour accomplir une vengeance, mais il a ce côté justement où il manipule tout le monde, et en fait par son extrême richesse il va pouvoir se permettre de faire ce qu'il veut, et c'est un peu ce qui se passe aussi dans le porteur d'histoire, avec sans rien dévoiler, sans rien dévoiler bien sûr, avec ce personnage qui justement mène absolument tout le monde par le bout du nez en racontant des histoires a priori. Alors oui, dans ce spectacle il y a plein de choses, puisque
on navigue finalement à la fois sur le théâtre, sur le metteur en scène, mais aussi là sur le pouvoir, la manipulation finalement par l'argent, mais aussi par la voix, par le récit. Et restons 2 minutes sur la partie théâtre finalement, parce qu'il y a des détails dans la mise en scène qui sont assez intéressants. Déjà, les acteurs sont en noir et en blanc, donc ils sont un peu uniformes, ils sont en pieds nus. Alors, je trouve qu'il y a une sorte de... ils sont presque désincarnés finalement, et ils s'animent uniquement au passage du costume et du texte. Et donc on est vraiment au cœur du théâtre, et en plus ils ne quittent pas la scène pour le changement de costume. Ouais, en fait c'était une manière de... Bon, déjà moi j'aime bien le théâtre qui ne... Enfin entre guillemets qui ne triche pas, c'est-à-dire le côté on vous montre tout ce qu'il y a sur scène et on vous cache rien, et ensuite on fait du spectacle, et si ça vous émeut quand même, c'est que c'est ça la magie du théâtre. Et ensuite oui, c'était une manière effectivement de raconter quelque chose en stimulant le pouvoir de l'imaginaire du spectateur. C'est-à-dire que moi un gros décor va peut-être me faire sortir d'un spectacle. Là en l'occurrence on s'est dit bon voilà, on va faire un spectacle sans aucun décor, avec 3 tabourets, quelques costumes, et on va vraiment habiller ce spectacle avec des lumières d'Anaïs Souquet qui vont elles évoquer un décor et avec de la musique, suggérer un décor, et avec de la musique et une bande son très précise qui va évoquer aussi, suggérer une ambiance. Et en fait le spectateur va faire tout le travail d'imaginaire, et c'est en fait paradoxalement beaucoup plus facile pour le spectateur, parce que il se crée complètement un décor, et quand on réfléchit à la pièce, univers à lui et son univers à lui qu'il applique, et quand on lui demande alors cette scène là, qu'est-ce qu'on a pensé, il y a une scène qui se passe dans un cimetière, une autre qui se passe dans le désert, et ben il va tout de suite lui apparaître des images de décors, alors qu'il n'y en a absolument pas, puisque c'est en fait je pense que c'est une convention théâtrale qu'on n'utilise pas assez, et que c'est extrêmement simple d'accéder à l'imaginaire du spectateur, et c'est une manière aussi de lui permettre de se concentrer totalement, d'être acteur, et surtout de se concentrer totalement sur l'histoire et sur les personnages en fait, parce que on occulte complètement le décor, et donc il est d'autant plus sensible à ce qui se dit et à ce qui se joue, et c'est pour ça que les acteurs sont d'autant plus mis en avant que rien autour ne parasite notre attention. Voilà, ne distrait. Hein. Effectivement, on n'est pas dans un divertissement, c'est ça la différence justement, et on n'a pas le luxe du décor, des costumes, des effets spéciaux comme parfois ça arrive au théâtre, et on est vraiment sur le cœur du texte. Alors pour revenir à la... Oui, je voudrais juste rebondir sur cette idée de divertissement, parce qu'effectivement pour moi c'est important, on n'est pas dans un divertissement au sens presque péjoratif du terme, justement dans cette mesure où le spectateur, par l'effort d'imagination auquel il est en permanence invité par la nudité du plateau, est presque acteur lui-même, et c'est pour ça je crois que quand les gens nous disent à la sortie on s'est fait complètement embarquer, ils se sont fait embarquer mais pas passivement, ils se sont fait embarquer activement avec leur propre imaginaire, avec leur propre... et c'est pourquoi on constate chez certains spectateurs des réactions vraiment très profondes émotionnellement. Le spectacle les émeut, mais pas du tout par son côté mélodramatique, parce qu'il n'en a aucun, mais parce qu'il touche à des choses très profondes, et ça je pense que c'est parce que la participation du spectateur a été sollicitée en permanence sans qu'il s'en rende compte pendant le spectacle. Oui, c'est ça, un divertissement, il y a une notion de distance, hein, c'est quelque chose qu'on peut regarder et qui nous affecte pas plus que ça, et là effectivement c'est un spectacle qui étonnamment provoque des réactions chez les spectateurs très émouvantes, très émues, alors que voilà, comme disait Eric, c'est pas du tout un mélodrame, c'est pas du tout pathétique, c'est pas du tout du pathos, effectivement c'est quelque chose parce qu'ils se sentent immergés dans une histoire, et d'une part moi je pense que c'est parce que ça ramène beaucoup à l'enfance, c'est que on a rarement l'occasion d'entendre des histoires, qu'on nous raconte vraiment des histoires hors enfance. Oui, tout à fait. Après on quitte le monde, ce monde-là, on quitte ce monde d'histoire, et ça nous ramène à tout un pan de notre vie qui est le monde de l'enfance, où on nous raconte en permanence des histoires, où on nous fait voyager, on nous protège, on nous dit voilà, je vais te raconter une belle histoire. Et ben voilà, le porteur c'est un peu ça, c'est une belle histoire. Et alors c'est une histoire qui est d'autant plus crédible parce qu'elle s'appuie justement sur des faits historiques, parce que vous n'avez pas peur de donner des événements historiques qui sont comme la guerre d'Algérie, comme l'occupation de l'Algérie par la France, et donc ça renforce la crédibilité du récit et qui permet de s'embarquer facilement. Complètement. Hein. Oui, puis c'est l'un des côtés que je trouve absolument jubilatoire du texte, c'est que il joue en permanence entre le vrai et le faux. C'est une espèce d'exercice d'Uchronie comme ça qui est absolument jouissif et qui provoque chez les spectateurs encore une fois une excitation intellectuelle aussi. Il y a des gens qui nous ont dit être allés voir sur internet à la fin si tel ou tel événement relaté dans le spectacle était réellement historique, pour s'apercevoir que pas du
du tout. Sauf qu'il est mélangé au ministère Polignac, par exemple, enfin des choses très précises factuellement parlant, et qui font que le spectateur s'égare comme ça dans cette jungle d'histoire dont il ne sait plus où est le vrai, où est le faux, et qu'il en tire un très grand plaisir, et nous aussi bien sûr. Et c'était un immense plaisir aussi de pouvoir utiliser justement cette espèce de puits infini de décors et de contexte pour créer cette histoire, puisque vraiment on s'est posé la question, bon alors maintenant où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on va traverser comme époque, où est-ce qu'on va aller, avec quoi on va s'amuser, et à partir du moment où on a choisi, moi il y a par exemple des périodes comme ça, évidemment il y a un travail de documentation assez important, il y a des périodes comme ça où je me disais bon je suis sûr qu'on va aller là, et pendant longtemps je me suis dit on va aller visiter les croisades. Donc j'ai vachement lu sur les croisades, sur plein de choses. Effectivement. On y parle, on en parle vite fait à un moment, mais et puis finalement je me suis dit bon c'est trop compliqué, mais trop caricatural peut-être, non? Oui, et puis c'est ça, puis ça rendait quelque chose d'un peu kitsch. Oui, voilà. Oui, c'est le risque de tomber dans du kitsch, parce que le risque de tomber dans les anachronismes, c'est ça. Oui, d'avoir des décors un peu kitschounes, c'est toujours un petit risque. Donc alors que le 19e siècle c'est rendu très souvent au théâtre, donc on était sûr qu'au 19e siècle ça allait passer. Il y a encore une sorte, c'est le début de la modernité. On est assez proche finalement de cette époque. Voilà. Oui, assez. Et en même temps, ça évoque énormément d'aventures, et c'est tous les romans de Dumas, c'est le feuilleton, c'est les grandes conquêtes, c'est la colonisation. Enfin, ça évoque énormément dans notre imaginaire de monde merveilleux, d'aventuriers avant l'avion, avant le. Enfin pour moi en tout cas. Mais moi je suis pas tout à fait contre le kitsch historique. Je trouve que il y a quelques moments du spectacle d'ailleurs qui le frisent, qui le frisent avec bonheur, je trouve. Parce que pour moi ça fait partie de cette littérature là, quoi. D'Alexandre Dumas, etc. Quand Dumas fait La Reine Margot, on est en plein kitsch historique. Et c'est génialissime, et on peut pas arrêter la lecture. Alors, autre chose qu'il y a dans le spectacle également, finalement on continue à se promener nous dans le spectacle. Après nous avoir promené, nous on va se promener dans votre spectacle. L'idée finalement c'est que tout est tangible. Alors ça pourrait déstabiliser le spectateur, que tout est tangible, tout est possible. Mais finalement c'est rassurant, parce que déjà on se sent moins seul dans sa propre destinée. Mais il y a une constance dans le spectacle qui existe. C'est celle de l'humain, c'est celle de l'amour, c'est celle de tous ses sentiments. Ouais, bien sûr. Mais je pense qu'au-delà de ça, il y a vraiment l'envie d'y croire en fait. C'est un spectacle c'est un spectacle sur l'envie d'y croire. C'est-à-dire que c'est un spectacle sur, vous voyez, c'est possible, il suffit qu'on vous le raconte d'une telle manière en fait. Et je pense que c'est ça qui est vraiment émouvant, parce que oui, l'humain est partout. Bien sûr. L'humain entre les époques, il n'y a pas beaucoup de changements, je trouve finalement. Voilà. Oui, bien sûr. Je pense aussi. Quand même. Je pense que l'histoire. Je pense que effectivement, il y a très peu de changements, et que l'histoire est une répétition permanente d'événements, que ce soit dans les guerres, que ce soit dans le tyrannisme. Enfin, tout est une répétition. Mais en revanche, ce qui compte, ce qu'on essaye de dire, c'est que si tout est une fiction, alors tout est dans la manière de le raconter. Voilà. C'est là en vérité. Voilà. L'essentiel est là. C'est une philosophie en fait. Effectivement, on peut voir les guerres comme des atrocités. Mais c'est presque une forme de vie, way of life, on pourrait dire, une complètement. De voir différemment les choses. Voilà. Bien sûr. Et puis c'est une acceptation en fait. C'est une sorte de philosophie. À partir du moment où on accepte de voir toutes ces atrocités avec un recul et avec une philosophie, c'est au raconteur d'histoire justement de nous faire voir les choses d'une manière qui. On parle dès le début des religions, et qu'est-ce que c'est une religion sinon une manière de faire accepter à l'homme que la vie est l'inacceptable, quoi, de se dire il y a quelque chose après, il faut rester, il faut. C'est une forme de soumission aussi pendant ça peut être une forme de soumission pendant l'époque. Ça peut être politique aussi. Ça peut être utilisé d'une manière politique, ça l'est évidemment, mais à la base effectivement, qu'est-ce que c'est sinon une simple histoire, sinon une simple manière de donner du sens, donner du sens, donner du sens à la vie, quoi. Donc qu'est-ce que c'est ça? C'est la même chose, c'est donner du sens à l'histoire. Donc, et qu'est-ce que c'est l'histoire sinon ce qui fait notre identité, ce qui nous construit nous. Donc voilà, c'est une manière de. Alors on peut rajouter que le public est conquis, puisque vous faites un carton, comme on appelle ça. Voilà, on se plaint pas. Vous se plaignez pas, vous êtes plein tout le temps pratiquement. Voilà. Et ça c'est extraordinaire. C'est super. C'est beau de connaître ça aussi. C'est comme ça sur une période aussi longue. Très vite en plus. C'est passé très vite. Bien sûr. Après nous, moi personnellement en tout cas, ça fait 7 ans que je fais Avignon. On connaît bien. Et puis on adore cet endroit, on adore ce festival. Donc c'est quelque chose qu'on commence à en cerner la structure, on va dire, de ce festival. Mais pour un spectacle qui n'était pas d'un auteur connu, pas évident, qui était un auteur totalement inconnu et qui venait et qui n'était pas une comédie et qui joue à 22h30 et qui joue dans une salle relativement grande, on peut
dire qu'on est très content. Ouais. Il y a une vraie rencontre avec le public. Pour finir, on pourrait parler aussi d'Eric Hanson Macarel qui est là, Erson Macarel. Je voudrais qu'on parle un peu de votre itinéraire. Vous êtes vous avez fait du théâtre dès le départ, je pense. Oh oui, voilà. Dès le départ, et vous êtes vous êtes très branché par la poésie aussi. Alors j'ai vu que vous étiez un peu à France Culture. Vous faites des émissions à France Culture sur la poésie également. Oui, enfin je fais. Moi je ne fais rien. Vous interprétez, je veux dire. Voilà, je suis un passeur, je suis un porteur d'histoire. Je suis pas un inventeur d'histoire. Voilà. Vous pensez que le comédien a un rôle à jouer aussi En fait, je me suis longtemps posé la question et il y a quelque temps, j'ai fini par trancher. Je crois, contrairement à ce que j'ai longtemps professé, que le comédien est un artiste. Parce que pendant longtemps, je me disais que non. Mais en fait, oui, je pense qu'il est un artiste parce que avec la forme de son corps, avec la forme de son mouvement, il crée des figures éphémères, mais qui sont autre chose que la réalité brute. Et justement, avec ce qu'on vient de dire sur le rôle des histoires, et ce pourquoi ce spectacle me tient tellement à cœur, c'est parce que pour moi, il rejoint très profondément ce propos. C'est un propos sur l'art, sur la création. Bien sûr. Que justement, qu'est-ce qui transfigure la vie, qu'est-ce qui donne la vie, qu'est-ce qui la transforme, qu'est-ce qui la fait se perpétuer, c'est l'art, c'est la façon de raconter les histoires, c'est la façon dont on donne une forme à l'univers qui par définition est informe. Et l'acteur, malgré tout, dans sa petite posture de, je sais pas comment appeler ça, une espèce de catalyseur ou de réflecteur ou de je sais pas, mais oui, on peut le considérer comme un artiste. Oui, alors paradoxalement, l'acteur n'est pas qu'un passeur neutre de texte finalement. Non, il n'est pas neutre. Voilà, non, c'est ça. Il n'est pas neutre du tout. Non, pas neutre du tout. C'est un passeur artiste qui crée par la. Mon rôle là, joué par quelqu'un d'autre, ça donnerait quelque chose de très différent et ça donnerait une autre tournure au spectacle, ça donnerait d'autres impressions aux spectateurs et c'est ça qui est formidable, quoi. En ce sens, oui. J'ose enfin revendiquer ce statut. Je dirais que l'acteur, c'est à la fois l'instrument, à la fois l'instrumentiste et un petit peu du compositeur aussi. C'est-à-dire que c'est une sorte de mix de tout. C'est quelqu'un, c'est évidemment un artiste, puisque voilà, sa voix va influencer le texte, va changer le texte, va donner un sens, un autre sens au texte ou un sens en tout cas. Et puis sa voix, son corps, voilà, tout ce qu'il est. Donc évidemment, il est. Après, je pense aussi que c'est en liaison avec aussi l'auteur et avec le créateur du spectacle, c'est-à-dire que un créateur qui va se contenter d'écrire un texte et de le laisser à d'autres, il peut être repris par n'importe qui. Après, quand on a quelqu'un comme quand on regarde en arrière comme Shakespeare par exemple, qui lui-même était acteur, qui lui-même était chef de troupe, qui lui-même rebondissait, je pense, dans l'écriture avec sa bande de comédiens, on a un vrai dialogue qui s'installe et on peut construire quelque chose d'un objet qui est un objet complètement théâtral. Et c'est là en quoi, à mon sens, existe le théâtre, c'est que le théâtre, c'est pas tout à fait de l'écriture, c'est pas tout à fait du jeu, c'est quelque chose qui mêle l'éphémère et l'éternel. Il y a un très beau texte de Novarina que je connais pas du tout par cœur, mais qui parle de l'acteur invaginé. Et pour poursuivre ce qu'Alexis vient de dire, moi je trouve qu'il y a quelque chose dans la fabrication d'un spectacle qui pourrait ressembler à une métaphore de la conception d'un enfant, où le metteur en scène serait le fécondateur des acteurs qui seraient dans la position féminine de la gestation, et l'enfant, c'est le spectacle. Ah oui. Et le texte, c'est l'esprit. C'est l'esprit. Ah oui. Donc, voilà. C'est beau, et moi, je suis vraiment, ma conception de l'acteur, elle est très féminine en ce sens. Mais c'est vrai que on retrouve beaucoup d'aspects féminins dans le théâtre. Alors, est-ce qu'il y a une séparation masculin-féminin? C'est pas toujours évident. Dans chaque masculin, il y a un féminin qui sommeille et inversement. Mais bien sûr, c'est pas du tout une séparation au sens où l'un exclut par individu, c'est une séparation. Voilà, on parlait du genre féminin ou du genre masculin. Oui, tout à fait. Et puis c'est pas fait pour se séparer, au contraire, c'est fait pour se rencontrer et se fondre. Voilà. Dans le meilleur des cas. Le théâtre reste finalement le laboratoire de beaucoup d'art et il sort du théâtre pas que des essais, il sort aussi des choses qui vous dépassent à mon avis aussi parfois. J'espère. Merci Alexis Michaleff et merci Eric Erson Macarel. Merci de votre présence. Alexis Michaleff et Erson Macarel. Merci de ce spectacle. Merci à vous.